Écoutez, mesdames, messieurs, avec grand plaisir que je vienne à cette mairie de Lourdes aujourd'hui. Bon, j'ai plaisir, bien sûr, à saluer tous les élus, en premier rang desquels Madame le maire de Lourdes, mais aussi vous tous, mesdames et messieurs, et notamment tous les nouveaux maires, parce que je les croisés certainement. Alors, moi, j'ai des fois du mal à me rappeler les anciens et les nouveaux, bon, parce qu'on ne se voit pas non plus tous les ans, et on se croise de temps à autre, mais ce n'est pas toujours évident d'identifier les différentes personnes. Enfin, moi, je connais un certain nombre parmi vous. Bon, je voulais d'abord vous féliciter pour les uns et les autres, les nouveaux particulièrement, mais aussi les anciens pour leur réélection, et j'espère qu'on va faire un bon travail ensemble. Bon, maintenant, je ne vais pas rentrer de suite dans le sujet qui va vous préoccuper le plus. Bon, je voudrais d'abord rappeler un peu dans quel contexte budgétaire on a pu faire ce phare. Bon, j'ai toujours plaisir à venir à la rencontre, d'aller dans les cantons et rencontrer les maires, parce que c'est le moment aussi d'échange et d'explication, et je suis là aussi pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Bon, c'est vrai que le contexte budgétaire est toujours difficile pour le Conseil général, comme pour beaucoup de départements. Le contexte est difficile, donc notre obligation, notre impératif, c'est de maîtriser autant qu'à faire se peut les dépenses de fonctionnement, maîtriser la masse salariale, maîtriser les charges les plus lourdes, trouver de la mutualisation, trouver des économies d'échelle dans tel ou tel endroit. Et avec une maîtrise du budget de fonctionnement, et sans recours aussi à la dette, je veux dire à la fiscalité plutôt, excusez-moi, parce qu'on est dans un département où la pression fiscale est élevée, puisqu'on est dans les 10 premiers départements de France en termes de pression fiscale. Bon, je m'efforce de proposer des budgets sans qu'on ait recours à l'augmentation de la pression de la fiscalité. Pour la deuxième année consécutive, on n'a pas augmenté le taux d'imposition, qui est relativement élevé en foncier bâti. Mais d'un autre côté, bon, il faut quand même ajuster les budgets néanmoins. Bon, pas de possibilité non plus de recours à la dette, parce qu'on a aussi une dette assez élevée, une dette bancaire plutôt raisonnable, mais aussi on a 2 contrats de partenariat public-privé qui pèsent aussi et qui doublent le poids de la dette bancaire. Donc, et en même temps, il faut soutenir un budget d'investissement. Et c'est ce qu'on a quand même réussi à faire cette année, à faire un budget d'investissement quand même plus de 70 millions d'euros, c'est assez exceptionnel, parce qu'on ne l'avait pas fait jusque-là. 70 millions d'euros, il faut savoir que dans les 70 millions d'euros, il y a 60% de cette enveloppe qui reste pour les besoins du Conseil général, c'est-à-dire pour l'entretien de son patrimoine, les routes départementales, les bâtiments départementaux, les collèges et autres, et puis 40% que l'on consacre au développement local. Et dans les 40% qui sont consacrés au développement local, il y a le phare notamment, il y a le feu, il y a plein d'autres politiques territoriales, il y a l'aide à l'action économique, donc le phare, bon, on a pu le pérenniser de façon assez satisfaisante cette année. Malheureusement, on n'a pas pu l'augmenter parce que on a des contraintes trop importantes, et en même temps on n'a pas trop de lisibilité pour le futur. Alors, bon, voilà dans quel contexte donc, on a pu continuer à vous accompagner. Néanmoins, bon, jusque-là, quand j'allais dans les autres cantons, je leur disais, je vous garantis le phare en 2015. Mais malheureusement, ce soir, je ne suis plus en mesure de vous le dire. Je ne suis pas en mesure de vous dire qu'en 2015, il y aura un fonds d'aménagement rural. Je le souhaite, je le souhaite de tout cœur, parce que je connais les problèmes qui sont les vôtres. Bon, j'ai été maire d'une commune de 300 habitants pendant 34 ans. J'ai travaillé en tant que fonctionnaire de l'État au service des communes. Je connais vos besoins. Et malheureusement, aujourd'hui, les dernières annonces qui nous sont tombées
brutalité hors du commun. Juste après les élections municipales, le changement de Premier ministre, et puis l'annonce du jour au lendemain qu'on regroupe les régions, diviser les régions par deux, bon, ça c'est encore un aspect du problème, mais c'est pas le pire, mais que l'on supprime, du jour au lendemain, on supprime les conseils départementaux. Bon, ça s'appelle conseil général, mais dans la nouvelle disposition, ça s'appelait conseils départementaux. Alors, je pense qu'ils vont être même supprimés avant d'avoir existé, les conseils départementaux. Bon, c'est pas été le cas peut-être de ce territoire, mais encore qu'il y a quelques redécoupages à la marge. Bon, on a passé plus d'un an, un an et demi, à faire du redécoupage du département pour mettre en place ce qui est appelé les binômes, avec des cantons beaucoup plus grands, des espaces beaucoup plus vastes, donc 17 cantons, avec 2 conseillers généraux par canton, hommes et femmes. Tout ça, on a passé plus d'un an à faire tout ça, et puis du jour au lendemain, ça n'existe plus, c'est mort-né avant d'avoir existé. Bon, je crois que c'est assez dramatique pour la ruralité. Je dirais que l'heure est grave pour la ruralité, je dis la ruralité, mais c'est aussi les petites villes. Compris Lourdes fait partie je dirais des collectivités qui sont concernées par ce projet de réforme territoriale dont on nous rabat les oreilles au motif qu'il faut faire des économies. Alors, non, il faut tailler dans le millefeuille, il y a trop d'étages à la fusée, donc il faut enlever les départements. Je crois que c'est méconnaître complètement la réalité de la France profonde. Et j'ai un peu le sentiment de colère à l'égard du pouvoir public, à l'égard du gouvernement, de s'engager dans une démarche comme celle-là, parce qu'ils ne mesurent pas les conséquences que ça aura sur nos territoires. Bon, on enlève le département, on crée de grandes régions, et entre la grande région et le département, qu'est-ce qu'il y aura, et les communes, qu'est-ce qu'il y aura? Rien que les communautés de communes. Il n'y aura plus, théoriquement, plus d'assemblée départementale si le processus qui est enclenché aujourd'hui va jusqu'à son terme. Alors, peut-être que pour un Premier ministre qui est issu de la couronne parisienne et ne connaît pas tout à fait les problèmes du monde rural, mais le président de la République, lui qui a été président d'un département rural, et qui a dit à Noël, on fait un moment des vœux, le Conseil général est indispensable, pas question d'y toucher, le Conseil général a son rôle, et puis qui 3 mois après déclare sur BFM TV, bon, le Conseil général a vécu, il est temps de passer à autre chose, je trouve inacceptable. Je vous le dis tel que je le ressens, et franchement, ça aura des conséquences dramatiques pour les zones rurales. Parce que, alors bon, tout ça vient avec une brutalité inacceptable. D'heure en heure, les choses évoluent. Bon, les derniers éléments en date, c'était vendredi soir, où j'ai reçu un mail me disant, voilà les nouvelles du front. Côté État, la dernière version serait la suivante. L'accélération du processus est bien confirmée avec nouvelle carte des régions et suppression du département à l'horizon 1er janvier 2016. 1er janvier 2016. Pour éviter la révision constitutionnelle, une assemblée départementale constituée par des représentants fléchés issus des élections régionales prévues pour l'automne 2015, selon le dispositif du conseiller territorial à l'envers, perdurerait sans qu'il y ait eu d'élections départementales, telles que prévues jusqu'ici. Une telle assemblée devrait assurer le transfert des compétences départementales aux autres niveaux, intercommunalité, région, État, dans le cadre d'une forme de liquidation organisée par un texte sur la répartition des compétences à l'automne. Bon, voilà un peu le genre d'annonce qui est fait. Alors, au début, on a dit 2021, maintenant c'est même plus 2021, c'est 1er janvier 2016. Alors, imaginez la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Bon, il faut
commencé à travailler, en principe, dès le mois d'août, septembre, on travaille sur le budget de l'année suivante. Normalement, on doit travailler sur le budget 2015. Bon, budget 2015, tout budget que l'on réalise au niveau du Conseil général, il est équilibré toujours par une part d'emprunt, y compris pour accompagner le développement local. Bon, c'est entre 10 et 15 millions d'emprunts que l'on réalise tous les ans, minimum. Aujourd'hui, on peut s'interroger si une banque qu'on irait trouver cette année et dire bon, il nous faut 15 millions d'euros pour 2015, on va dire mais qui c'est qui va me payer? Vous allez disparaître dans les mois à venir. Qui c'est qui va me payer? Bon. Voilà. Voilà les conditions, la situation dans laquelle ça nous met. Alors, bon, je ne sais pas, hein, si ça peut aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, Josette faisait allusion aux élections de hier. Quelque part, pas trop s'étonner non plus, hein, qu'à force de tirer sur de ne pas prendre en compte les préoccupations des populations et je dirais de faire de la démagogie aussi, parce que tout ça, c'est donner des gages à l'opinion. Alors on interroge les populations, on fait des sondages dans les milieux urbains, comme ça, citadins, parisiennes notamment. On dit, est-ce que vous êtes pour la suppression du Conseil général? Bien sûr, à quelqu'un en ville, ça ne lui dit rien, c'est le Conseil général. Surtout si c'est à Paris ou dans une grande métropole. Ça ne dit rien. Alors oui, bon, ça va faire des économies, oui, coûte cher, bon, suivant comme on pose la question, on a la réponse. Hein. Bon, mais voilà, bon, souvent, demain, ici, sur le territoire, qui va gérer la proximité, cette relation, cette courroie de transmission qui était le Conseil général, qu'est le Conseil général, parce que je n'ai pas envie d'en parler au passé quand même, qui est le Conseil général, entre le Conseil général et État, Conseil général et région. Tout ce qu'on a pu faire au travers un peu de toutes ces politiques territoriales, politiques de pays, politiques de pôle touristique, contrat de terroir à une certaine époque. Bon, tout un tas de politiques territoriales qui ont bénéficié au développement local. Bon, ça donne des perspectives extrêmement tristes pour les zones rurales. J'aurais envie de vous le dire, je n'ai pas envie de vous saper le moral, mais je vous dois quand même la vérité. Alors, bon, je ne sais pas, j'espère qu'il y aura à un certain moment un sursaut. Bon, je regarde au niveau du Conseil général comment réagir face à cela, comment exprimer la colère, comment la faire remonter. Alors, c'est pas toujours facile, parce que politiquement, dans une assemblée départementale, bon, il y a des sensibilités bon, qui sont sensibilités proches aussi du gouvernement et bon, qui semblent un petit peu embarrassés. Moi, je ne suis pas embarrassé. Moi, je vous dis, je ne suis pas embarrassé pour m'opposer farouchement et férocement à ce type de proposition. Mais bon, je pense que les profite aussi pour faire un appel aux maires. Pour dire qu'à un certain moment, il n'est pas exclu que vous n'ayez pas manifesté votre solidarité avec les conseillers généraux pour faire remonter auprès de l'État votre mécontentement, mais votre colère peut-être, parce que ce sera plus que du mécontentement face à une situation comme celle-là. Je trouve que c'est humiliant pour la classe politique, c'est humiliant pour les conseillers généraux de dire bon ben voilà, vous coûtez cher et vous ne servez pas à grand chose en clair. Donc on peut vous supprimer. Bon, alors que nous, contrairement à l'État, on ne peut pas voter des budgets en déficit. Et on est là au plus près des populations. Et on connaît vos besoins. Et on règle des problèmes de proximité. Je veux tout ce qu'on veut, et quand on aura Midi-Pyrénées regroupé avec Languedoc-Roussillon, je ne sais pas si on dit que vous irez faire un phare à Montpellier ou à Toulouse, ça me surprendrait quand même
mais tous les problèmes de proximité que l'on gère, nous, quand vous avez un problème sur une route départementale, quand vous avez un problème de ramassage scolaire, le ramassage scolaire dans des territoires comme les nôtres, ce département, riche de 474 communes, bon, c'est autant de circuits qu'il faut gérer au quotidien. C'est plus de 80 marchés de transport qui sont gérés par une collectivité de proximité. Je ne sais pas qui va les gérer demain. Je ne sais pas qui va les gérer demain. Bon, c'est bien joli de dire on va élire de 2016 à 2021, on va élire sur la liste des régionales, on va flécher une dizaine d'élus qui seront chargés d'être le syndic de liquidation des biens du Conseil général, pour dire telle compétence ira à un tel, vers tel organisme, c'est-à-dire qu'on transférera peut-être aux communautés de communes telle ou telle compétence, on transférera à l'État, a priori, le volet social, on transférera à la région une autre compétence. Je suis effaré devant l'incapacité qu'ont ces gens à réaliser ce qu'est quand même la proximité. Alors, je dis, l'État a fait des... Quand je dis la proximité, si je m'en réfère encore à un événement récent, les crues de l'année dernière, bon, il a fallu aller chercher la décision à Toulouse ou à Montpellier. Je ne suis pas sûr qu'on aurait rétabli les routes dans les délais où on les a rétablies. Bon, je le vois sur le département à côté, Saint-Béat a souffert de son éloignement de Toulouse et d'un manque de réactivité, alors que nous, collectivités de proximité, on a pu avoir la réactivité. Je peux dire aux entreprises, allez, vous organisez, vous mettez un ordre de bataille, vous me proposez un ordre de prix, on travaille en dépasse contrôlée, et vous passez à l'action immédiatement pour rétablir les accès. Bon, l'État a supprimé dans le milieu rural des services publics à l'appel. Il y avait, nous ici comme chez moi, comme ailleurs, des écoles pratiquement dans tous les villages. Il y avait des gendarmeries, il y avait des perceptions, il y avait des postes, il y avait des routes nationales. Ici, c'était national, je fais une faute de Barège, du col de Tourmalet, tout ça, c'était des routes nationales. L'État a transféré tout ça aux collectivités, les collectivités départementales. On le porte sans, avec bien sûr une charge financière importante, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on assume nos responsabilités, on paie les entreprises, on équilibre nos budgets, on n'a pas le droit, nous, de présenter des budgets en déficit. Et tout ça, mais aujourd'hui, on nous l'a transféré. L'État a fait des économies considérables sur le milieu rural, considérables, soit en matière de ferroviaire, routière, services publics, d'écoles, de ci et là, il a fait des économies considérables. Aujourd'hui, il nous a enlevé les services publics de proximité, maintenant il nous enlève les élus de proximité. C'est quand même révoltant cette situation. C'est révoltant. Bon, alors, ce sentiment de révolte, je souhaitais vous le faire partager, et je suis là aussi pour échanger avec vous. Demain, l'État ne contractualisera plus avec les territoires ruraux. Il ne contractualisera plus qu'avec les métropoles, parce que c'est la métropole qui est la collectivité à la mode. La métropole, c'est bien, les grandes métropoles. Toulouse, métropole. Bordeaux, métropole. Marseille, métropole. Lyon, métropole. Lille, métropole. Je ne sais pas, il y en a d'autres, Nantes, métropole. Là, c'est très bien, sauf que les métropoles coûtent souvent plus cher que les zones rurales. Bon, si je m'en tiens à ce qu'est Toulouse aujourd'hui, c'est bien joli, hein, Toulouse, qui a la chance d'avoir une installation, une activité comme l'Airbus, et toutes les activités connexes, c'est 15-20 000 habitants de plus par an. D'ici 2030, il y aura 300 000 habitants de plus à Toulouse. Je me demande comment on va rentrer dans Toulouse, parce que je ne sais pas si vous y allez à certaines heures de la journée ou une semaine, vous pouvez rentrer ou en sortir, c'est infernal. Bon, alors on va charger la barque de Toulouse, alors qu'il serait aussi bien quand même de délocaliser une partie d'Airbus et de l'amener sur la zone aéroportuaire d'Osseux, où il y a 200 hectares à pouvoir utiliser, où on pourrait installer de la vie économique, où Tarbes et de l'aéroport d'Osseux
jusqu'à Toulouse, on est en 2 fois 2 voies et on peut circuler, et on est à moins d'1 heure d'hélicoptère ou d'un petit avion pour faire des liaisons faciles. Un aménagement du territoire imposerait ça. Non, là au contraire. La métropole sera autonome et ce qu'elle gardera, la fiscalité de la métropole, la richesse générée par la métropole restera à la métropole. Résultat, le département de la Haute-Garonne, qui est un département riche, et le fait du monde urbain et du monde rural, ça faisait un peu une espèce de solidarité territoriale. Demain, la Haute-Garonne, il ne restera plus que le Comminges et le Lauragais, et un peu le Frontonnet, autrement dit, plus rien. La richesse restera dans l'agglomération toulousaine. Bon, c'est une conception de l'aménagement du territoire qui me révolte, je vous le dis. Je suis hyper déçu de tout ça parce que je pensais qu'on pouvait avoir aujourd'hui une autre approche intellectuelle. Je suis déçu de la part du président de la République de ne pas avoir un peu plus de réalisme de ce côté-là. Être capable de dire aujourd'hui, les conseils généraux l'ont vécu, bon, attendez, l'autre jour une réaction de Juppé qui ne cachait pas ne pas être forcément très départementaliste, puisqu'il était plus milieu urbain. Et il me dit, je me suis avisé, j'ai proposé à Chirac un jour de revenir, d'interroger sur le devenir des départements. Bon, j'ai rapidement refermé le dossier parce qu'il m'a fait comprendre que de ce côté-là, il n'y avait rien à voir, il était profondément départementaliste. Bon, ancien président aussi, ou élu de Corrèze. Je pensais que le président de la Corrèze aurait pu avoir aujourd'hui la même réaction, la même approche je dirais, politique et de défense un peu de la ruralité. Bon voilà, c'est quand même quelque chose qui est fortement difficile pour nos territoires. Alors je ne sais pas, peut-être que l'histoire démontrera que ça ira mieux après, mais en attendant, il va falloir quand même traverser des périodes difficiles, parce que pendant ce temps-là, le temps que le bateau éventuellement se stabilise et reprenne une direction, il va s'écouler quand même un certain nombre d'années, sans doute, parce que toute cette mutation, cette transition, si toutefois elle va jusqu'au bout, va impacter fortement. Et à un moment où, aujourd'hui, cette réforme territoriale, elle est en train de paralyser toutes les politiques de contractualisation. Le contrat de plan État-Europe est un petit peu un stand-by. La Convention interrégionale de massif est un stand-by. Bon, maintenant, il faut rentrer dans de nouvelles politiques sur le terrain, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle les pôles d'équilibre territoriaux ruraux. Alors ça impose une démarche de redécoupage du territoire. Bon, le pays est disparu, le pays est mort. Maintenant, on repart sur les pôles d'équilibre territoriaux ruraux, encore une grosse usine à gaz lourde en gestion, puisque bon, il faut rentrer en même temps pour être dans un pôle d'équilibre territorial rural. Bon, il faut mieux être aussi dans un programme leader. Vous y êtes ici, mais bon, vous n'êtes pas à l'abri de redécoupage, la ville avec Tarbes et autres, et le reste du canton ailleurs, je ne sais rien, bon, ça fait partie des discussions qu'on a en ce moment. Et pendant ce temps-là, l'État ne débloque pas les aides. La région, à minima aussi pour le moment, bien sûr, c'est dans un certain domaine. Le résultat, c'est qu'on est dans un contexte où l'économie ne va pas bien du tout. Les entreprises manquent de travail. Et si on ne débloque pas des fonds, de l'argent pour que l'on puisse soutenir l'activité économique, ben, ça va se traduire par quoi? Par des entreprises en dépôt de bilan. Il y a sur le département des perspectives assez douloureuses et dramatiques. Bon, le résultat, on mettra les entreprises en dépôt de bilan, les gens seront au chômage, au RSA. À ce moment-là, ils nous reviendront à nous. Nous, on devra les payer pour être des improductifs. Alors que là, en soutenant le développement local, ce qu'on fait ce soir, bon, apporter 314 000 € de subvention, vous allez faire quelque part, avec les compléments de l'État, vous allez faire 1 million d'euros de travaux. Ben, 1 million d'euros,
c'est de l'argent qui est injecté dans l'économie, dans le territoire, et qui permettront à des entreprises, à des petits artisans, de faire 20 000 euros de travaux ici, 30 000 ailleurs, 15 000 en 3 mois. Bon, c'est tout ça qui participe à l'économie. Voilà, et aujourd'hui, le ralentissement dû à cette réforme territoriale va avoir des conséquences. Je trouve que dans un moment de graves difficultés pour l'économie en général, il y avait autre chose à faire qu'à se lancer dans ce découpage, enfin dans cette réforme, pour simplement avoir l'impression de donner des gages à l'opinion, dire voilà, on va proposer quelque chose, on va faire des économies, on supprime 4000 élus, puis on va faire des économies. Bon, c'est une vue un peu simpliste de la situation, démagogique, qui plaît à certains médias, et à des gens qui sont complètement à 10 000 lieues des réalités du terrain de la France profonde. Voilà, bon, mais je suis là aussi pour échanger avec vous, mais je voulais quand même faire passer ce message auprès des maires que vous êtes. Bon, je m'en suis expliqué tout à l'heure avec les présidents des stations de sport d'hiver, avec qui j'avais une réunion au Conseil général. Je l'ai fait vendredi matin avec le monde de la Fédération des travaux publics et du bâtiment de la même façon. Il faut que les gens se sentent concernés par cette problématique. Et il faut être, à mon avis, en capacité de réaction. Et moi, je souhaite de la mobilisation bon, après, il m'appartient de le gérer politiquement au sein de l'Assemblée départementale avec les autres sensibilités politiques.